À des centaines de mètres de fond, l'histoire du monde repose sous les océans avec les épaves des bateaux disparus. Là gisent des objets précieux, des trésors de grand prix, tout un monde de mystères anciens qui étaient restés hors d'atteinte, jusqu'à nos jours. Les merveilles englouties au fond de l'océan sont aujourd'hui à récupérer. Des navires romains aux galions espagnols et aux paquebots de luxe comme le Titanic. Je rêve d'or et d'émeraude toutes les nuits. Et il faut y croire, croire que c'est là en dessous. Il faut le vouloir de toutes ses forces. Certains ne visent qu'à piller le passé. D'autres, archéologues et scientifiques, comme l'homme qui le premier a trouvé le Titanic, cherchent à le préserver. Tous sont équipés d'un matériel de pointe qui vaut des milliards et prêts à investir des années de leur vie dans cette quête ardue. Partir en mer armé d'un simple détecteur de métaux dans l'espoir de plonger pour remonter un panier de pièces d'or échouées, c'est du fantasme bon pour Hollywood. Ça n'arrive pas souvent. C'est un domaine fécond en controverses, où les lois sont confuses et les règles absentes. A-t-on le droit de fouiller les épaves? Faut-il protéger le passé? Ou peut-on le piller pour en tirer profit? La différence est grande entre celui qui cherche à combler les lacunes de l'histoire humaine et celui qui agit par pure cupidité. Explorateurs et archéologues, entrepreneurs et récupérateurs, certains risqueraient tout. Réputation, fortune, jusqu'à leur vie, pour posséder les trésors des grands fonds. Trésor des profondeurs. La Méditerranée. Ses rives ont vu s'épanouir de grandes civilisations. L'Égypte, la Grèce, Rome. Et ces peuples antiques ont quitté l'abri de ces côtes pour la haute mer, à bord de petits bateaux de bois. Des siècles durant, les navires romains, maîtres de ces eaux, régnèrent sur un vaste empire. Mais la mer est d'humeur changeante, brutale, imprévisible, et un vaisseau romain de 30 mètres était sans défense contre les tempêtes, les vagues et les vents. Au fil des siècles, des vaisseaux innombrables se sont engloutis, avec tous leurs marins. Aujourd'hui, le docteur Robert Ballard, découvreur du Titanic, se remet en quête d'épaves. D'épaves antiques en Méditerranée. Depuis des siècles, les scientifiques scrutent les fonds à la recherche de notre histoire. Mais jusqu'à récemment, ils ne voyaient pas bien loin, à 30 ou 60 mètres, ce qui représente une partie infime de l'océan. Et ce que nous tentons d'accomplir aujourd'hui n'a encore jamais été fait. Fouiller un bateau antique qui repose à des centaines de mètres sous l'eau. Remonter des vaisseaux antiques enfouis sous 800 mètres d'eau. Cela n'a jamais été fait, et Ballard ne dispose que de 5 courtes semaines. C'est ironique quand on y pense. Nous avons envoyé des robots sur Mars,
cartographié l'autre face de Vénus et nous en savons plus sur la surface lunaire que sur les océans. Pour réaliser l'impossible, Ballard a besoin d'un laboratoire flottant pour centre de mission. Le Caroline Chu West, bâtiment de la marine américaine, se rendra à 130 km à l'ouest de la Sicile, dans les eaux internationales où personne n'a de droit sur les navires coulés. Ballard croit que les fonds méditerranéens sont jonchés d'épaves antiques et il nourrit le vieux rêve d'en découvrir une. Nous sommes ici dans des ruines situées en Sicile. Pour se rendre à Rome, il fallait traverser la mer Tyrrhénienne. Pour se rendre à Carthage, franchir le détroit de Sicile. En Méditerranée, pour aller d'une civilisation à l'autre, il fallait traverser la Méditerranée et de nombreux bateaux ne sont pas arrivés au terme du voyage. Beaucoup de ces navires ont coulé, le plus souvent au large. Entre l'antique Carthage et Rome, la profondeur atteint 3600 mètres. Personne n'est encore allé voir au fond de la mer Tyrrhénienne pour chercher les épaves de ces bateaux. C'est une première. C'était il y a une dizaine d'années que pour la première fois, Ballard et une équipe d'archéologues ont étudié une zone inexplorée de la Méditerranée, appelée banc de Scherki. En 1988, il a fait une découverte surprenante par près de 1000 mètres de fond, celle d'un antique navire romain qui y repose intact depuis bientôt 20 siècles. Cette découverte apportait la toute première preuve que, dans l'Antiquité, une route commerciale maritime reliait Carthage et l'Afrique du Nord à Rome. Aujourd'hui, Ballard est de retour sur le banc de Scherki pour tenter une fouille de l'antique navire romain. Trouvera-t-on les restes des marins de l'Antiquité au fond de la Méditerranée ? Ce serait extraordinaire et, pour le savoir, Ballard va employer une machine extraordinaire. Le NR-1, le roi des sous-marins de plongée en eau profonde. Capable de descendre jusqu'à 1000 mètres de fond et d'y rester un mois. Construit au temps de la guerre froide, le NR-1 fut pendant 30 ans une arme capitale de l'arsenal américain, conçu pour rechercher, au fond des océans, avions abattus et missiles égarés. Il est ce qui se fait de mieux au monde, équipé de lumière, de capteurs, de caméras, d'un bras mécanique pour creuser, le tout alimenté par un réacteur nucléaire qui n'aura pas besoin d'être rechargé avant 20 ans. Aujourd'hui encore, la technologie de son sonar reste secrète. Elle est si performante que le NR-1 peut détecter à 1,5 km une boîte de soda sur le fond marin. Le NR-1 est une merveille, mais on y est à l'étroit. L'équipage de 11 hommes se partage une table boulonnée qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. Pour cette mission, Ballard a ajouté une nouveauté au bras fouisseur du sous-marin. Une puissante pompe de succion pour aspirer le sédiment. Ballard croit le fond sablonneux et fluide, prêt à révéler ses secrets enfouis. Quel mystère recèle-t-il? Ballard trouvera-t-il la charpente d'un ancien navire de commerce romain et les os de ces marins noyés il y a 2000 ans? Trésors engloutis. L'appel de ce mythe attire les gens en mer depuis que le premier vaisseau de commerce s'est éventré sur les récifs. Reliques, or, joyaux, doublons,
C'est là l'étoffe dont sont faits les rêves, source d'innombrables projets. Obsédés par ces promesses de fortune, les chasseurs de trésors sous-marins d'aujourd'hui écument les océans, entravant le travail des archéologues. Le roi des rêveurs, le chef aventurier du monde sous-marin, est un rebelle tenace du nom de Mel Fisher. Dans sa quête de trésors, Fisher ne recule devant aucun obstacle et s'est acquis une réputation de pirate. Pirate peut-être, mais il réussit. Dans les années 60, Mel Fisher poursuit un rêve fou. Souvent à court d'argent, sérieusement endetté, il écume les hauts fonds au large de la Floride en quête de trésors. Il est bien décidé à retrouver l'épave nommée Atocha, un galion espagnol coulé en 1622 par un ouragan et censé transporter une rançon royale en or et en argent. Année après année, aidé de sa femme et de ses enfants, Fisher parcourt les mers de Floride. Jusqu'en 1975, date à laquelle son fils, Dirk, trouve la première preuve concrète de l'existence de l'épave, 9 canons de bronze. Une semaine plus tard, alors qu'il retourne sur les lieux de sa victoire, le bateau de Dirk Fisher chavire, au cœur de la nuit. Dirk, sa femme et un plongeur trouvent la mort dans le naufrage. Accablé par ce deuil, Fisher se jure de poursuivre sa quête et d'honorer la mémoire de son fils. L'Atocha semble à portée de main, mais elle se dérobe et continuera de narguer Fisher pendant plus de 10 ans. Enfin, en 1985, par 20 mètres de fond, il la découvre, l'Atocha, le filon majeur des épaves porteuses de trésors. Elle atteint une valeur de 400 millions de dollars à ce jour. Et déjà, Mel Fisher évalue les richesses qui dorment encore au fond de l'océan. Il a transmis sa passion des trésors à son plus jeune fils, Ken Fisher. Ces émeraudes viennent de l'Atocha. Elles ne figuraient pas sur le registre. Mais nous avons trouvé dans les archives un document de la cour martiale qui disait que les émeraudes... J'en ai une. J'en ai une. Qui disait que ces émeraudes étaient... Oui, ça fait pas loin du demi-carat. Le carat, ça va chercher dans les 6000. Elle fait pas loin du demi-carat, ce qui fait 3000 $ dans cette main. Il faut s'entêter, ne jamais renoncer quoi qu'il arrive. Et il faut y croire, croire que c'est là, en dessous. Et il faut le vouloir, de toutes ses forces. Si on le veut vraiment, on trouve. Mais il faut continuer à chercher, vaille que vaille. Je rêve d'or et d'émeraude toutes les nuits. Et on ne saura jamais ce qui se trouve à 1 mètre d'où l'on s'est arrêté. Du coup, l'enthousiasme ne faiblit pas. Le mystère de l'Atocha n'est pas résolu. Je ne sais pas quand nous en viendrons à bout. Alors on continue, à croire qu'on n'en finit jamais avec une épave. Nous travaillons sur ces épaves depuis 34 ans maintenant. Et nous trouvons encore des trucs. C'est excitant, c'est ce qui nous motive. Aujourd'hui, Mel Fisher est un grand homme d'affaires et presque respectable. Mais un pirate se fait des ennemis de taille. Accusé d'avoir endommagé les fonds marins par ses techniques de récupération, Fisher a été traîné en justice par le gouvernement fédéral, condamné à payer des centaines de milliers de dollars d'amende. Mais Fisher s'est évolué avec son temps.
Le conservateur Sid Jones, qui a beaucoup travaillé avec Fisher sur l'Atocha, reconnaît la nécessité de protéger l'histoire. Dans les tout débuts de la chasse au trésor, disons dans les années 50, 60, on ne se souciait guère de documenter les fouilles ni de préserver les objets. Naturellement, on recherchait avant tout des objets de valeur. Mais nous avons appris avec le temps que tout objet provenant de ces bateaux a de la valeur. Dès que vous avez une vision d'ensemble, vous comprenez que les pièces ont non seulement une valeur monétaire, mais également une valeur historique qui n'était pas toujours perçue dans les premiers temps de la chasse au trésor. Au plus profond de la Méditerranée, le NR1 traque toujours les merveilles archéologiques, sans résultat. Après 3 semaines d'efforts, le sous-marin et son bras robot n'ont pas pu entamer le fond, qui, contre toute attente, se révèle compact, gluant comme de l'argile. Le principal projet de Ballard s'enlise dans l'échec. Les coques de bois des navires romains existent-elles toujours sans qu'on puisse les atteindre? À moins, bien sûr, que le temps ne les ait emportées. Ballard se demande s'il les trouvera jamais. Les profondeurs marines me surprennent toujours. Dès que je crois les comprendre, elles me jouent un nouveau tour. Ce n'est pas grave, c'est la règle du jeu. Je pense même que ce ne serait pas drôle si je les connaissais parfaitement, si elles ne me réservaient plus de surprises. Ballard décide de changer de tactique, d'employer le NR1 à ce qu'il fait de mieux. Fin limier, issu des technologies de pointe, il partira en reconnaissance le long du banc de Skerky pour ramener le plus d'informations possible grâce à la sensibilité exceptionnelle de son sonar. Mon commandant demande permission de parer à plonger. Parer à plonger en eau profonde. Parer à plonger, bien mon commandant. Parer à plonger en eau profonde. Le NR1 découvrira-t-il l'inconnu, l'inattendu? Pour le savoir, Ballard devra faire preuve de patience. En travaillant au développement de nouvelles techniques sous-marines, Ballard a révolutionné l'archéologie des grands fonds. Dans le même temps, il a contribué malgré lui à l'éclatement du monde de la chasse au trésor. Aujourd'hui, quiconque dispose de 150 000 $ peut acheter un ROV en magasin, un véhicule de recherche commandé à distance, et partir à la recherche d'or. Toutefois, seules quelques entreprises de récupération en haute mer réussissent. C'est le cas de SEAC Deep Ocean Technology, basé à Tampa, en Floride. SEAC a touché le gros lot en 1989 en découvrant un galion espagnol du XVIIe siècle chargé d'or et de joyaux à 500 mètres sous l'eau, au large de la Floride. SEAC est à nouveau en quête de trésors, cette fois au large des côtes de Géorgie. Michael Reardon, l'actuel chef d'expédition de SEAC, se voit comme un chasseur de trésors nouvelle manière. L'un de nos buts, c'est de choisir des épaves qui ont un intérêt archéologique, ainsi qu'une cargaison de type commercial. Nous jouons donc sur le fil du rasoir, à mi-chemin entre la communauté archéologique et les chasseurs de trésors purs et durs, vandales et pillards, ce que nous ne sommes pas. Reardon recherche un vapeur à aube du XIXe siècle auquel il a donné le nom de code de Golden Eagle pour ne pas révéler son identité à ses concurrents. Ils ont maintenant réduit la zone de recherche à quelques 320 mètres carrés. Il est très difficile de localiser les épaves. Même avec le matériel sophistiqué dont nous disposons, la tâche reste rude. Souvenez-vous que nous sommes à 132 mètres du fond quand nous tentons de poser un petit véhicule sur une épave. Il a fallu des années de travail à Reardon et à ses collègues pour en arriver là. Aujourd'hui, avec du matériel de pointe, comme celui qu'utilise Ballard,
ils espèrent trouver leur fortune par 150 mètres de fond. C'est bon, j'enregistre, le véhicule est au fond. D'après SEAC, en 1865, le Golden Eagle se serait trouvé pris dans un ouragan, loin de tout abri. Ils ont lutté pendant 2 jours contre la tempête. L'équipage et les passagers écopaient à tour de bras. Et quand la mer et les éléments se sont enfin calmés, le bateau a sombré. Il est allé par le fond avec les cales pleines de pièces d'or. 400 000 $ de l'époque, évalués aujourd'hui à 20 millions. 6 ans de travail pour une seule plongée avec un véhicule téléguidé et l'espoir que, quand on arrivera sur les lieux, l'épave sera celle que nous cherchons. Nous avons de très bonnes images sonars de l'épave et les dimensions correspondent presque exactement à celles du vaisseau ciblé. Nom de code, Golden Eagle. Voilà la cible là, sur la droite. Tandis que le robot descend à travers l'eau trouble et scintillante, le chef de projet, Brett Hobson, discerne la silhouette fantomatique du passé. C'est ce qui fait la magie de ces vieilles épaves. Ce sont de petites bulles dans le temps que personne n'a encore vues. Et on mène l'enquête, on cherche des indices et ça, on se sent vraiment comme un détective. Jusqu'ici, tout ce que nous voyons là tendrait à dire que c'est la bonne. Tandis que le robot balaye la zone de plus près, il voit des détails qui ne collent pas. Trop rond, vraiment rond. Enfin, on a du bordage bien plat par ici. Tu vois cette grande découpe qui descend vers la quille, là, sur la droite? Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça ressemble bien à ce que j'espérais ne pas trouver. Aucun bateau à aube n'a jamais eu une hélice de ce genre. Je crois qu'on est mal parti. C'est très décevant de se retrouver là, devant une cible sur laquelle on avait mis tous nos espoirs et dont on vient de prouver que ce n'est pas le bon bateau. Là tout de suite, les mots me manquent pour vous dire ce que je ressens. Ça fait mal. Il faut du temps et de la chance pour trouver une cruche d'or dans le vaste océan. Et Reardon n'a plus ni l'un ni l'autre. Reardon abandonne le bateau à la mer. Il n'y a pas de profit à tirer de l'épave et contrairement à Ballard, ce sont les trésors et pas l'histoire qui le motivent. En Méditerranée, la quête de l'histoire se poursuit sans relâche. Il ne reste que quelques semaines à Ballard et au NR1 qui continuent de fouiller Skerky à la recherche de nouvelles épaves. Ballard lance Jason dans la bataille, un véhicule de recherche téléguidé conçu et construit par les ingénieurs de l'Institut océanographique de Woods Hole. Les archéologues ont déjà passé bien des heures à étudier et cartographier la disposition des objets sur le fond. Le temps est venu pour Jason de les récupérer. Guidé par l'équipe, le véhicule robot plonge à 1000 mètres pour localiser les fragiles reliques. Ce sont pour la plupart des amphores romaines, des récipients de terre cuite vieux de 2000 ans, qui servaient à transporter l'huile d'olive, le poisson séché ou le vin dans l'Antiquité.
Soutenant délicatement sa fragile cargaison, un ascenseur fait de métal et de filets remonte lentement les centaines de mètres qui séparent les siècles. Pour la première fois, en 2000 ans, des mains humaines toucheront ces objets anciens. L'étape suivante, pour ces délicates pièces du passé, est le laboratoire qui est à bord, où elles seront examinées par l'archéologue John Olson, la responsable archéologique de l'expédition, Anna Marguerite McCann et le conservateur Denis Piatta. Olson est ravi par la découverte de simples poteries. Et bien trouver ensemble plusieurs récipients de cuisine côte à côte, exactement comme si on les avait laissés sur un plan de travail, c'est extraordinaire à cette profondeur, près de 800 mètres. Les chasseurs de trésors n'y trouveraient certes pas leur compte. Mais pour l'archéologue John Adams, un naufrage est une tranche de temps préservée par hasard. Quand un bateau coule, c'est comme un échantillon de société. Structure, contenu, objets personnels, relations contextuelles, etc. qui disparaît d'un coup à un moment donné. Personne ne décide de ce qu'il emporte ou laisse derrière lui dans un naufrage. Tout finit au fond de l'eau en même temps. On a défini les bateaux comme des bulles de temps. En un sens, ce n'est pas faux. Tandis qu'ils continuent leurs explorations, Ballard et les archéologues s'enthousiasment de voir du jamais vu. Skerki se révèle encore plus prometteur qu'il ne l'avait cru. On peut avoir un zoom là-dessus. Encore un peu de zoom. Ce n'est pas beau, ça. Ils ont identifié les restes d'un bateau, mais il n'est sûrement pas d'origine romaine. Dans un premier temps, personne ne sait d'où il vient. C'est d'autant plus intéressant qu'il s'agirait d'un bateau relativement petit, et nous ne voyons pas de cargaison, rien que du ballast, les pierres qui servent à stabiliser le bateau quand il ne transporte rien, ou alors un bateau de loisir, une sorte de petit yacht, ou peut-être un genre de bateau de guerre. Regardez les reflets sur ces verres, continue tout droit, n'arrête pas. Oui, ce sont des verres. Je suis sidéré qu'on trouve du verre. Du verre. Les lampes qui éclairaient les nuits il y a des siècles. Et malgré les tonnes de pression dues à l'eau, elles ont survécu sans se briser. Naturellement, notre principal souci tient au fait que ces objets sont très fragiles. Jason pèse près de 1500 kg à l'air libre. Il développe une puissance énorme et nous voulons remonter ces pièces sans en casser une seule. Nous n'avons encore jamais remonté de verre. En arrivant à la surface, les objets permettent de cerner la nature du mystérieux vaisseau. Il date du XVIe ou du XVIIe siècle, 1500 ans après les Romains, de l'époque où les marchands arabes fréquentaient ces eaux. Regardez cela. Quelqu'un peut le tenir ouvert? Regardez. N'est-ce pas merveilleux? Ils ne sont pas en or, ni incrustés d'émeraude. Et cependant, pour Ballard, une fragile pièce de verre est un réel trésor. Il y voit la preuve que le banc de Skerki a pu être un carrefour pour diverses nations et civilisations. Le plus étonnant pour moi, c'est que nous pensions avoir affaire à un événement unique, avoir trouvé une flotte ou un groupe de bateaux qui auraient coulé ensemble. Mais ce n'est pas cela du tout. Il y a ici des bateaux qui couvrent au moins 1500 ans d'histoire, peut-être bien davantage. Je n'en reviens pas. Je pensais trouver une épave ici et puis une autre là-bas, à des kilomètres.
Et pourtant, sur cette zone-là, à peine plus de 50 km², 7 km sur 8 de côté, nous avons déjà découvert 6 épaves. Cette zone, c'est un peu un cimetière. Ballard n'est pas étranger au cimetière sous-marin. C'est lui qui a découvert l'une des sépultures les plus célèbres de l'histoire. Le Titanic. Le plus grand, le plus luxueux des paquebots jamais construits. Surnommé le palais flottant, le Titanic prend la mer pour son premier voyage le 10 avril 1912. On le croyait insubmersible, jusqu'à son rendez-vous tragique dans l'Atlantique Nord. Heurtant un iceberg de plein fouet, le grand paquebot coulera en moins de 3 heures. 1523 personnes, les 2/3 de tous ceux qui se trouvaient à bord, meurent dans les eaux glacées. Pendant des décennies, l'idée de découvrir le cimetière où repose le célèbre paquebot obsède les explorateurs. Mais aucun n'est plus impliqué dans cette quête que Robert Ballard, qui y consacrera 13 années de recherche. Enfin, en 1985, Ballard et l'explorateur français Jean-Louis Michel découvrent la dépouille du géant englouti par 3700 mètres de fond. Ballard a toujours traité la majestueuse épave comme un site à explorer. Mais il le faisait avec respect. Il y voyait une tombe, un mausolée à préserver intact, inviolé. Ballard et son équipe ont même offert un service funèbre à ceux qui ont trouvé la mort dans cette tragédie. Quand j'ai découvert le Titanic, bien sûr, je m'y suis attaché profondément. Et Jean-Louis Michel, co-découvreur du Titanic avec moi, en a été lui aussi très ému. Je me souviens que nous nous sommes dit, nous ne permettrons pas que ce bateau soit spolié ou profané. Ballard a découvert le Titanic, mais il n'a jamais invoqué les lois de la mer. Par inadvertance, il avait ouvert la boîte de Pandore. Sitôt l'emplacement du Titanic rendu public, le paquebot devint la cible des récupérateurs. « 1994, les pires craintes de Ballard se réalisent. Menée par George Tulloch, homme d'affaires du Connecticut, une nouvelle expédition sonde la carcasse rouillée du Titanic. Tulloch dépense des dizaines de millions de dollars pour faire descendre des véhicules robots et remonter des bijoux, des lunettes, de la vaisselle, tout ce qui est accessible dans le paquebot en ruine. Ayant remonté ces objets, Tulloch peut alors revendiquer le Titanic pour sien en toute légalité. Ballard n'avait jamais pu croire que cela pourrait arriver un jour. Je ne pense pas avoir imaginé, même dans mes pires cauchemars, qu'ils iraient le dépouiller. Enfin, j'étais convaincu qu'ils n'oseraient pas. Je ne m'y attendais pas, cela m'a vraiment choqué. Et je n'y pouvais rien, bien sûr, puisque je n'avais pas revendiqué l'épave. D'ailleurs, l'idée de la revendiquer ne m'avait même pas effleuré.
Il y a 85 ans ce mois-ci, le paquebot de luxe Titanic a sombré au cours de son premier voyage dans l'Atlantique Nord. Demain, les habitants du Sud ainsi que des visiteurs du monde entier pourront voir les trésors laissés par ce désastre. Comme Ballard, Tulloch manifeste le plus profond respect à l'égard des morts du Titanic. Mais il affirme que le public aura une meilleure compréhension de la tragédie s'il peut voir les objets de ses yeux. Je pense que le Titanic est capable à lui seul de dire qu'il est incomparable en termes de souffrance tragique pour l'époque. Et je crois que les objets de l'époque méritent de rester parmi nous. Tulloch affirme que son entreprise ne vendra jamais ses objets, ne bradera pas les biens des morts, mais sa firme tirera de gros bénéfices des expositions tournantes. Nous avons la chance que les juges nous en aient accordé la propriété, à l'entreprise dont je suis président, s'entend. Mais il ne nous appartient pas, nous nous considérons comme ses gardiens. Charles Haas, l'historien de Tulloch, se refuse à priver l'homme de la rue de cette occasion de contact avec le passé. Il suffit de regarder dans les musées du monde pour comprendre qu'une part de la démarche archéologique consiste à récupérer des objets sur les fonds marins. Il est largement démontré que des vaisseaux méditerranéens de toutes sortes voient leur contenu remonter à la surface et exposé dans les musées pour que le public en profite. Il me semble préférable que les objets du Titanic soient définitivement mis à disposition du public pour son enseignement, plutôt que de les laisser au fond de l'océan, livrés aux ravages du temps, des éléments et, disons-le, inaccessibles, sauf à une petite poignée de gens. Mais pour l'archéologue John Adams, les fouilles effectuées par Tulloch sur le Titanic ne se justifient pas d'un point de vue scientifique. Nous en savons beaucoup sur le Titanic. Nous connaissons les noms de ceux qui étaient à bord, et son itinéraire aussi. De sorte que la question que se pose l'archéologue, le chercheur potentiel, est la suivante. Si vous allez explorer cette épave, en d'autres termes, remonter des pièces de sa carcasse, que vous apprendront-elles que vous ne sachiez déjà ? La question se complique du fait qu'il existe encore des gens dont les parents sont morts sur ce bateau. Quelle différence y a-t-il entre exposer une tasse à thé du Titanic et remonter un verre à boire ancien du fond de la Méditerranée? Selon Tulloch, aucune. L'un de ceux qui trouvent à redire est actuellement en Méditerranée, à aspirer les récipients d'argile des navires marchands grecs et romains. Le Titanic a le don de rendre les gens fous s'ils s'imaginent qu'il leur appartient. Pour Ballard, il y a une différence énorme entre une expédition archéologique et la récupération pour le gain. Tout objet récupéré est remonté parce qu'un archéologue, un expert, a dit « je le veux ». Parfois, ils vous diront « tu vois cette cruche brisée ? Ramasse-la ». Pourquoi pas celle qui est entière? Non, la cruche brisée a plus de valeur scientifique, remonte-la. Alors nous la remontons. La différence est grande entre celui qui cherche à combler les lacunes de l'histoire humaine et celui qui agit par pure cupidité. Près de 10 ans après sa découverte du Titanic, Ballard a plongé sur le site d'un autre grand naufrage, celui du paquebot de luxe britannique Lusitania. Les chasseurs de trésors au matériel de pointe avaient dépouillé le vaisseau brisé et pris tout ce qu'ils pouvaient,
dans le but d'en revendre les restes. Les récupérateurs ont même remonté 3 des hélices du bateau. Une des hélices est arrivée dans un musée de la marine. On pense que la deuxième a été refondue pour faire à prix d'or un jeu de canne de golf. Le sort de la dernière est encore plus triste. Je me souviens être parti à la recherche de l'hélice du Lusitania. Je l'ai retrouvée ici, dans cette casse, parmi un tas d'autres rebuts. Et je me souviens que, quand nous plongions autour du Lusitania, je suis tombé sur un arbre porte-hélice à nu. Et il y manquait l'hélice. Encore si cette hélice était dans un musée, si elle servait à quelque chose d'utile, j'aurais compris. Mais de la trouver là, dans une casse, à attendre d'être vendue au poids de la ferraille, ça laisse songeur, et on se demande pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils avaient dans le crâne? Ça ne pouvait être qu'une blague, et ça, c'est affligeant. L'expédition de Ballard en Méditerranée ne dispose plus que de quelques jours. Et là, le NR1 les paye de leurs efforts. Le sous-marin découvre 2 nouveaux sites, dont le plus ancien que l'équipe ait trouvé, une épave romaine datant du 1er siècle avant notre ère. La preuve est à présent incontestable. Le banc de Skerki a été un carrefour majeur tout au long de l'histoire de la Méditerranée. Ballard brûle d'en apprendre encore, mais la mer s'assombrit soudain et devient mauvaise. Bon, nous venons de trouver notre meilleur exemple de bateau antique, et nous ne pouvons pas l'atteindre. Il faudra aller sous l'eau et on ne peut pas. On nous annonce l'arrivée d'une tempête, une mer démontée de niveau 5. C'est la seconde tempête importante du voyage. La dernière nous a fait perdre 32 heures. Combien allons-nous perdre cette fois? J'ai envie de descendre, vous savez, et je ne peux pas. Mais il y a un moyen de descendre sous les vagues. Ballard décide d'envoyer le NR1 en plongée pendant la tempête. Une fois sous l'eau, le submersible libéré des éléments pourra poursuivre son exploration. À bord du sous-marin, l'archéologue John Adams a hâte de voir leur découverte de plus près. Contrairement à la plupart des sous-marins de plongée en eau profonde, le NR1 dispose de 3 fenêtres sous la coque. Pour Adams, ce sont des hublots ouverts sur les tragédies du passé. Quand on plonge, il est rare qu'on descende jusqu'à 800 mètres comme ici. Si rare qu'on oublie vite le facteur humain. Je suppose que pour ces hommes, les derniers moments à bord de ce navire, juste avant qu'il ne coule, ont dû être le point culminant d'une crise qui durait peut-être depuis plusieurs heures. Une crise pendant laquelle la machine bien conçue qu'est le bateau craque progressivement jusqu'à sombrer. C'est impressionnant de voir ça. Dans ce cimetière de bateaux disparus, le NR1 explore le tout dernier site. L'épave est celle d'un autre navire de commerce romain datant du 1er siècle de notre ère. Avec une cargaison comme peu de scientifiques en ont vu. Une pile bien ordonnée de larges pierres taillées et 2 piliers, pièces ouvragées avec soin qui, tel un jeu de construction géant, attendent depuis 2000 ans que des mains viennent les assembler. Peut-être étaient-ce les pièces d'un bâtiment de l'Antiquité à naître, prétaillé dans une carrière d'Égypte et destiné aux côtes romaines. Il faudra des mois, peut-être des années, avant que les archéologues aient la clé de l'énigme, s'ils la trouvent. Comme toujours, Ballard tient à ce que les sites soient préservés pour la postérité.
Quand nous avons découvert le Titanic, nous n'avons pas revendiqué notre droit à sa propriété. Par la suite, j'ai appris que si nous l'avions fait, si nous avions remonté le moindre petit objet, nous en serions propriétaires et aurions contribué à sa protection. En remontant des pièces de Skerky, Ballard établit son droit à la propriété des sites devant la justice au cas où il deviendrait nécessaire d'y avoir recours. Oh, qu'elle est lourde, très lourde. Pour le moment, Ballard déposera les pièces récupérées sur le banc de Skerky dans un institut de recherche marine où elles seront conservées selon les critères les mieux adaptés à l'archéologie. La dernière. Les richesses archéologiques des fonds marins sont-elles menacées par les récupérateurs et chasseurs de trésors? Selon Ballard, oui, jusqu'à ce qu'ils apprennent le respect du passé. Les chasseurs de trésors ne me posent pas de problème particulier tant qu'ils ne détruisent pas l'histoire dans leurs recherches. J'estime que nous n'avons pas le droit de détruire l'histoire. Nous avons le droit de la découvrir, celui de l'étudier, mais pas de la détruire. Aussi longtemps que les mers recèleront des merveilles, il y aura des gens pour se mettre en quête d'elles. Certains seront des chasseurs de trésors, hantés par des rêves d'or et de pierres précieuses, et d'autres, des scientifiques, rêvant des découvertes fabuleuses qui les attendent.